Donc, alors je vous propose de partager cette présentation que j'ai intitulée Au-delà du partage, l'alterpossession, un autre regard sur la propriété. Cette présentation, elle s'inscrit dans le cadre de recherches que j'ai menées sur la consommation collaborative. Alors, je pense qu'ici, alors je n'ai pas assisté à toutes les présentations et ateliers de ce matin, mais je sais que voilà, vous avez notamment travaillé sur tout ce qui est partage d'objets, donc je pense que tout le monde ici est assez familier avec le concept de consommation collaborative. Ce que je peux juste donner en termes de rappel, c'est le fait que donc, la consommation collaborative, c'est un terme qui désigne un ensemble de pratiques qui sont très variées, dans lesquelles on va retrouver l'allocation, le prêt, le don, le troc, le partage entre consommateurs. Donc, ça fait penser, quand on pense consommation collaborative, à Airbnb, Blablacar et consorts. Alors, c'est un phénomène qui est assez disruptif, qui a été disruptif ces dernières années, qui a perturbé, impacté de nombreux secteurs d'activité. On pense évidemment au tourisme, au transport, à la distribution, etc., qui s'est traduit par l'émergence de nouveaux acteurs et l'adaptation aussi des acteurs traditionnels, historiques dans de nombreux secteurs. Alors, c'est un phénomène qui est porteur d'enjeux qui sont forts, tant au plan économique que social ou environnemental, et on va entre autres s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui dans le cadre de cette thématique je reviens au titre de la journée, qu'est-ce que le partage est bon pour l'environnement, on va s'intéresser particulièrement au volet environnemental. Donc, c'est la consommation collaborative, toutes ces formes, donc on appelle aussi économie du partage, économie collaborative, il y a différentes manières de le nommer. Il porte des promesses de création de valeur par la mutualisation de tous les actifs qui sont sous-utilisés. Il porte des promesses de renforcement de liens sociaux avec l'émergence de communautés autour du partage de certains objets. Et puis, donc, de réduction d'impact environnemental, puisque derrière l'idée de consommation collaborative, il y a l'idée d'optimisation de l'usage des biens, plutôt que chacun ait les objets chez soi et les utilise peu, on va les mutualiser, on va en optimiser l'usage. Alors, c'est pourtant un phénomène qui fait l'objet de nombreuses critiques. On a beaucoup parlé de ces dérives, de ce que ça peut entraîner en termes de précarisation du travail, mais aussi d'hyperconsommation. Alors, c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt académique dans des disciplines assez variées. Et donc, voilà, je vais présenter, moi, la manière dont je l'ai traité dans un contexte académique, puisque c'est, comme je le disais, c'était le sujet de ma thèse. Alors, rappel très rapide, parce qu'encore une fois, je suppose que vous êtes à peu près familier avec ce concept d'économie de consommation collaborative, mais c'est juste pour cerner le phénomène dans sa diversité. La consommation collaborative, ça regroupe trois grandes catégories de pratiques. Là, c'est la typologie qui avait été élaborée par Botman et Rogers en 2010, donc, qui remonte un petit peu maintenant. Voilà, on a plus d'une dizaine d'années, mais qui est quand même toujours assez pertinente pour cerner le phénomène. On a ce qu'on appelle des logiques d'accès dans lesquelles on va partager des ressources matérielles, alors de différentes manières, en location, en prêt, en partage, etc. On a tout ce qui ressort des logiques de redistribution, donc c'est aussi le partage de ressources matérielles. Et donc là, on est plutôt dans les logiques de dons, de troc, de recyclage, d'achat et revente d'occasion, toute la question de la seconde vie des objets. Et on a ce qui relève des styles de vie collaboratifs. Là, c'est plus le partage de ressources immatérielles, de temps, d'espace et de compétences, avec une grande diversité de modèles. On a des systèmes marchands et des systèmes non marchands. On a des systèmes qui reposent sur des plateformes numériques pour la mise en relation de l'offre et la demande. Et on a aussi des systèmes qui sont sans intermédiation, où les consommateurs vont se regrouper et partager directement un certain nombre de ressources. Et puis, on va avoir des modèles en C2C, mais aussi en B2C et des modèles hybrides. Donc là, j'avais quelques exemples dans chaque catégorie autour de la navigation, le partage de bateaux, qui est un des terrains sur lesquels j'ai enquêté, où on a donc des systèmes qui se sont développés très fortement autour de la location de bateaux entre particuliers. C'est l'exemple de Click and Boat. Sur les logiques de redistribution, on pense évidemment au Boncoin, mais il y a d'autres sites d'autres plateformes qui se sont créées, comme Recup.net
dono.org, etc. Et puis, dans les styles de vie collaboratifs, toujours dans le domaine du nautisme, on a des plateformes ou des systèmes qui se mettent en place pour permettre notamment ce qu'on appelle la co-navigation. Et donc, avec l'exemple que je donne ici, c'est une association non marchande qui permet à des gens qui ont des bateaux mais qui manquent d'équipiers de trouver des équipiers, et à ceux qui aimeraient naviguer mais n'ont pas de bateau, de trouver des bateaux et des skippers pour les accompagner. Si on regarde un tout petit peu en arrière, juste pour resituer les choses, hein, la consommation collaborative, ça s'inscrit dans un phénomène un peu plus large d'économie collaborative, dans lesquelles on trouve aussi la connaissance collaborative, la production collaborative ou la finance collaborative. Et pour aussi resituer un peu les choses dans le temps, cette fois, la consommation collaborative, alors au plan académique, la première fois que le concept il a été mentionné par des chercheurs, c'était dans un article en 78, mais dans une définition qui n'a plus grand-chose à voir avec celle qu'on retient aujourd'hui. Et donc, le concept, il a réellement émergé ou réémergé début 2010, quand en fait, ce phénomène de consommation collaborative s'est développé avec l'arrivée des plateformes. Et donc, on a une concomitance entre le développement du phénomène, le développement des plateformes et des pratiques, notamment grâce au fait qu'on commence à avoir un accès en masse à Internet à cette époque-là, et les premiers articles qui viennent définir ce concept de consommation collaborative ou d'économie du partage, et qui viennent étudier le phénomène. Donc ça, c'est en 2010 où vraiment voilà, ça émerge, et ça émerge aussi dans les médias, dans la presse, on commence à en parler de plus en plus. On a une phase ensuite de développement et de bipolarisation, c'est-à-dire qu'en 2010, 2011, 2012, on en parle de plus en plus, on voit donc l'explosion de plateformes comme Airbnb par exemple, et une phase d'engouement où tout le monde ne fait que louer la consommation collaborative qui va résoudre tous les problèmes, puisque c'est les promesses que j'évoquais tout à l'heure, c'est censé permettre des gains environnementaux, plus de convivialité, des gains économiques, en quelque sorte, ça résout tous les problèmes. Ça, il y a un vrai engouement, et puis progressivement une critique qui s'installe et une bipolarisation du phénomène avec un certain nombre de critiques qui attaquent, voilà, qui mettent en lumière ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, toutes les dérives ou tous les problèmes que cause cette économie collaborative. Ensuite, le phénomène quand même voilà, s'amplifie. Il y a eu dans la fin des années, milieu des années 2010, une certaine, comment dire, beaucoup de startups, énormément de startups qui se sont créées autour de ces modèles collaboratifs, très peu qui ont trouvé un modèle économique viable. Donc, il y a eu voilà, beaucoup d'entreprises qui ont disparu, puis certaines qui ont grossi, et quand même certaines pratiques qui ont voilà, vraiment, qui se sont installées dans les modes de vie et qui ont vraiment pris de l'ampleur. Et à côté, plein d'initiatives un peu plus exotiques, hein, comme le partage de machines à laver, par exemple, qui ont plu sur le papier, mais qui n'ont pas fonctionné, faute de modèle économique ou une incompatibilité avec sans doute des pratiques de consommation. Voilà, et puis ensuite, la dernière phase, c'est celle qu'on est en train de vivre, qu'on a vécue ces dernières années, d'institutionnalisation du phénomène, avec une réglementation aussi qui s'est progressivement adaptée pour essayer de faire coexister ces nouveaux modèles avec, comment dire, voilà, dans le paysage économique. Et donc, voilà, on en est un peu, quelque sorte, 10 ans après l'émergence de ce phénomène. Alors, un des traits, moi, qui m'a particulièrement intéressée quand je me suis intéressée à ce phénomène de consommation collaborative, c'est la remise en question de la propriété. Donc là, on a des titres d'articles, dont certains qui datent du début des années 2010, là, du Time, qui disait, voilà, aujourd'hui, le choix malin, c'est de ne plus posséder, il faut partager. Et puis, donc, plein d'articles ensuite qui mettent en lumière le fait que on s'achemine vers un abandon de la propriété. Alors, je n'ai pas repris, il y a plein d'autres titres, mais
qui aussi, voilà, plein d'articles qui annonçaient en quelque sorte la fin de la propriété et comment dire, et des gens comme Jérémy Rifkin, voilà, qui nous prédisait un avenir dans lequel on ne posséderait plus rien et tout serait en partage, en location ou avec des biens mutualisés. Alors, cette question de la fin de la propriété, moi, elle m'a interpellée et, donc, c'était le sujet de ma thèse, cette question de la consommation collaborative et du rapport à la propriété. Alors, là, je vous fais cette présentation, elle est un peu, elle est une présentation assez académique, donc je vais vous montrer le cheminement de ce travail-là et en fait, voilà, pour vous proposer, et c'est le titre de la présentation, c'était un autre regard sur la propriété en réponse à la question de la journée qui était est-ce que le partage est bon pour l'environnement? Moi, je retourne un petit peu la question pour essayer de se demander si la propriété aussi, elle peut être bonne pour l'environnement. Donc, le travail, il a commencé par une revue de littérature qui est extrêmement abondante sur la consommation collaborative. Hein, ça a fait beaucoup, ça a donné lieu à de très nombreux articles dans différentes disciplines. Et on distingue vraiment deux volets. Enfin, moi, j'ai distingué deux volets dans les travaux que j'ai pu étudier. Tous ceux qui, le premier, là, c'est tous ceux qui vont chercher à essayer de comprendre, décrire, expliquer le phénomène. Et on voit qu'il y a encore du travail à faire. Et c'était notamment le thème des ateliers de ce matin, hein, de comprendre qu'est-ce qu'on partage, pourquoi on ne partage pas, etc. Qu'est-ce qui peut nous amener à mieux partager. Et puis après, il y a un deuxième volet auquel moi je me suis particulièrement intéressée, qui était la manière dont ça définit, ça permet de comprendre notre rapport à la consommation, notre rapport aux objets et la place que la propriété a à la fois dans notre consommation, mais plus largement dans notre mode de vie ou dans nos visions du monde. Ce qui est ressorti de cette analyse de la littérature, de cet état de l'art, c'est trois choses. La première, c'est l'immense diversité de ce phénomène qui est difficile à délimiter. Donc, j'ai proposé une définition tout à l'heure, mais en fait, différents auteurs ont posé des frontières un peu différentes sur ce phénomène. Et donc, voilà, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même assez protéiforme et pas toujours facile à bien délimiter. Cependant, il se dégage un dénominateur commun qui est la remise en question de la propriété individuelle. Alors, non pas la fin de la propriété, comme certains l'ont annoncé, mais la remise en question de la propriété individuelle comme unique modèle d'accès aux biens de consommation. Voilà, c'est ça qu'on remet en question. L'idée, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tout posséder tout seul pour pouvoir utiliser un certain nombre d'objets ou avoir accès à un certain nombre de choses. Donc, la propriété, elle peut être remplacée par l'accès, elle peut être partagée ou alors elle peut être repensée, notamment dans les modèles de distribution, c'est-à-dire quand j'ai plus besoin de quelque chose, je le revends ou je le donne. Alors, on est toujours dans une logique de propriété, il y a toujours un seul propriétaire d'un seul objet, hein, sauf que l'objet, il va passer de l'un à l'autre. Mais l'idée, c'est, voilà, on n'est pas en permanence propriétaire tout seul de tout ce dont on va avoir un usage à un instant T. Et c'est un peu ça, donc, encore une fois, pour moi, ce qui m'a servi de fil conducteur et de dénominateur commun dans toutes les pratiques que j'ai observées. L'autre chose qui ressort de la littérature, c'est la grande ambivalence de la consommation collaborative. Alors, en fait, on voit que il y a une ambivalence entre le délaissement de la propriété, puisqu'on dit, voilà, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être propriétaire de sa voiture, on est moins matérialiste, etc. Et en même temps, des formes d'hypercapitalisme, puisqu'en fait, on peut tout louer, on peut mettre en location, on peut revendre un peu tout ce qu'on possède et on en revient à ce que certains ont critiqué en évoquant une forme de marchandisation du monde, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus tellement, ça vient en quelque sorte remplacer le partage gratuit et donc la consommation collaborative, finalement, ce n'est pas l'anticapitalisme, mais plutôt, sur certains aspects, une forme d'hypercapitalisme. Il y a une ambivalence entre aussi une question de matérialisme et de détachement des possessions. Donc, à la fois, effectivement, on peut se détacher de sa voiture. On se dit, effectivement, plus besoin de posséder une voiture. J'irai en louer une, en emprunter une quand j'en aurai besoin. Mais en même temps,
un renforcement du matérialisme, entre autres par le fait que grâce à la consommation collaborative, on peut accéder à plein d'objets matériels. Alors, on n'en est plus propriétaire, mais finalement, notre accès au monde matériel, il est encore plus large, encore lourd de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas avant l'apparition de tous ces modèles-là. Et la troisième ambivalence, elle se joue dans notre rapport à la consommation. On pense souvent la consommation collaborative comme une forme de résistance à la consommation, de déconsommation, hein, c'est de se dire, voilà, on arrête d'acheter pour rien, on se pose la question de ce dont on a besoin. Et en même temps, comme encore une fois, ça décuple les possibilités. Hein. Si on pense au voyage, par exemple, hein, grâce à Airbnb, on peut voyager moins cher, plus loin, plus souvent, etc. Et donc, on peut aussi louer un jet privé pour 1 heure. On peut faire plein de choses qu'on n'aurait même pas imaginé faire avant. Et donc, en quelque sorte, la consommation collaborative, elle vient sauver la consommation. Grâce à la consommation collaborative, on peut continuer de consommer malgré des limites économiques, malgré les limites planétaires, les limites écologiques, etc. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était aller voir un peu ce qui se joue dans ce phénomène-là, aller un peu derrière, essayer de comprendre quels étaient les ressorts culturels de ce phénomène et aller surtout au-delà des discours du, encore une fois, à la fin de la propriété. Et donc, moi, les questions que j'ai posées dans ma recherche, c'était de savoir quel sens les consommateurs donnaient à ces pratiques dans lesquelles l'usage remplace la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de partager tel ou tel objet. Au-delà de ça, j'ai cherché à creuser ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le terme de propriété, quel sens ça a pour eux. Ensuite, j'ai cherché à comprendre plus largement dans quelle vision du monde s'inscrivent ces représentations de la propriété. Voilà, donc l'idée, c'est que voilà, c'était en quelque sorte de reprendre à contre-pied ce phénomène de consommation collaborative en se disant, si on partage, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit de la propriété? Qu'est-ce que ça nous dit du rapport aux objets? Qu'est-ce que ça nous dit de notre rapport au monde? Qu'est-ce que, voilà, le fait de la manière dont on possède les objets, est-ce que ça a un lien avec une façon d'envisager la manière dont on habite le monde? Donc, cette recherche, elle s'inscrit dans une approche socio-anthropologique. Anthropologique au sens où voilà, on s'intéresse vraiment à cette dimension culturelle. Elle a été menée sur 3 terrains. Alors, je me suis intéressée à la plaisance collaborative. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, dans un des questionnaires auxquels j'ai répondu ce matin pour le premier atelier, je crois que j'ai mis que j'avais partagé des bateaux. Je ne sais pas si c'est donc un thème que vous avez, ou une pratique que vous avez évoquée dans les ateliers. Les bateaux, c'est l'objet à partager par excellence, en fait. Il n'y a pas plus sous-utilisé qu'un bateau à voile. Il n'y a pas plus cher, enfin, il y a plus cher, mais voilà, c'est cher, c'est compliqué à entretenir, c'est peu utilisé. Et donc, ça tombe sous le sens de se dire, mais pourquoi on ne partage pas son bateau? Et en même temps, jusqu'à récemment, avant le développement de ces pratiques, de ces plateformes de location entre particuliers, c'était un objet qui était compliqué à partager parce qu'il est aussi chargé de plein de choses pour un attachement particulier du propriétaire à son bateau, d'une part, mais aussi c'est un objet qui n'est pas toujours facile à prendre en main et au plan pratique, à assurer, etc. Je me suis intéressée aussi à l'habitat participatif. Donc, en 2 mots, c'est tous ces modèles dans lesquels on est propriétaire ou locataire d'un logement d'une manière très classique, mais dans un projet dans lequel il y a un certain nombre de pièces en commun, que ce soit pièces ou espaces communs, une salle commune, un jardin, un potager, une buanderie, etc. Et donc avec un partage, une mutualisation de tous les espaces dont on n'a pas besoin pour soi tout seul chaque jour. Et le troisième modèle auquel je me suis intéressée, c'est celui des bibliothèques de vêtements. Alors, avec des boutiques qui existaient, qui ont pour la plupart fermé, qui n'ont pas non plus réussi à trouver un modèle viable, un modèle économique viable, mais qui existe aujourd'hui sous forme de plateforme. Il y a plusieurs plateformes de location de vêtements qui existent en ligne, donc 100% en ligne. Et quelques vétithèques d'ailleurs physiques qui commencent à réouvrir. Et donc, c'est des systèmes dans lesquels on s'abonne
c'est pas la location occasionnelle d'un costume pour une soirée, c'est vraiment, je m'abonne et tous les mois, je peux, j'ai un abonnement et avec un forfait mensuel et toutes les semaines où je peux aller emprunter quelques vêtements. Et l'idée, c'est que j'ai plus que quelques basiques dans ma penderie et les vêtements que je vais changer régulièrement, je vais les emprunter exactement comme si j'allais dans une bibliothèque prendre un bouquin et puis le ramener pour en prendre un autre. Donc, je me suis intéressée à tous ces terrains. Alors, ah oui, j'ai une petite question. Oui, mon travail, oui, j'ai fait uniquement un travail sur des terrains en France. Donc, comment dire, l'enquête, elle s'est… ouais, excusez-moi, j'ai juste comment dire, un slide qui… Hop, j'ai l'impression que… Attendez, excusez-moi. Hop. Ouais, voilà, juste un petit problème. Hop, voilà. Donc, je passe là-dessus rapidement, mais juste pour dire que c'est une méthode ethnographique, c'est-à-dire une immersion longue sur un terrain, en observant, en faisant des entretiens en profondeur, etc. L'idée, ce n'était pas donc d'avoir du quanti, pas du tout, c'était plutôt d'aller comprendre un peu en profondeur la manière dont les gens s'impliquaient dans ces pratiques collaboratives et toutes les significations qu'il y avait derrière, notamment toutes les significations qu'ils donnaient donc à la propriété et plus largement des questions sur leur vision du monde. Donc, enquête sur tous ces terrains-là. Et donc, une enquête qui a été, alors que je dis que c'est une approche weberienne, c'est-à-dire que je me suis intéressée à l'esprit de la consommation collaborative, un peu comme Weber s'est intéressé à l'esprit du capitalisme. Et l'idée, c'était de comprendre un peu le système de valeurs, ou les systèmes de valeurs qu'il y avait derrière qui existent derrière cette économie collaborative. Donc, en fait, j'ai travaillé avec une grille de lecture alors avec des mots un peu compliqués, mais en fait, je peux l'expliquer assez simplement. L'idée, c'est de dire que n'importe quelle vision du monde, elle peut s'expliquer en étudiant 4 dimensions. La première, c'est pour tout un chacun, on peut essayer de comprendre la manière dont il voit le monde en fonction de quels sont les principaux problèmes pour lui dans le monde. Ensuite, on peut se demander, une fois qu'on a identifié les problèmes, c'est quoi les remèdes à ces problèmes-là? Et les remèdes à ces problèmes-là, ils sont liés à l'ontologie, c'est-à-dire aux qualités, aux propriétés du réel. Qu'est-ce que je peux changer dans le monde? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Est-ce que les hommes sont comme ça? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui est changeable, qu'est-ce qui est modifiable? Et tout ça, ça s'appuie sur un système de valeurs. Quelles sont les valeurs positives et les valeurs négatives? Et puis, ça a été complété par 2 autres dimensions qui permettent un peu plus finement de mieux différencier des visions du monde. C'est comment on classe les sujets dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de dire qu'un tel, il est meilleur qu'un tel parce que voilà, il fait mieux les choses. Et puis ensuite, quelle est la tonalité émotionnelle qui est dominante dans cette vision du monde. Donc, en fait, les résultats de la recherche, ils ont permis de mettre… il y a 2 volets, en fait, dans les résultats de ma recherche. Le premier, ça a été de comprendre ce qui se passe, la dynamique du développement de la consommation collaborative. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est pas… je préfère m'intéresser donc à cette question de la propriété, encore une fois, en réponse à la question de la problématique de cette journée. Et donc, le deuxième volet, c'est l'émergence d'une contre-culture qui est fondée sur un nouveau rapport à la propriété, nouveau ou en tout cas un rapport différent à la propriété du rapport dominant dans notre société. Donc, sur le premier, sur les dynamiques, ce qu'on a pu montrer, c'est que voilà, les pratiques se développent, on a énormément d'opportunités pour expérimenter différentes manières de posséder ou d'accéder à des biens. Et j'ai pu observer aussi qu'il y a plein de choses qu'on essaye, qu'on adopte, même des pratiques auxquelles on ne pensait pas forcément adhérer au départ. Et puis à l'inverse, il y a des pratiques sur lesquelles il y a eu un engouement et puis finalement, on revient parfois à des modes de propriété classiques après. Et puis, j'ai pu voir suivant les individus, on trouve tout type d'objets en partage, mais évidemment, on ne partage pas tout et en général, voilà, certaines personnes qui sont à fond dans le partage de tout, elles partagent tout, mais pas les bouquins, jamais de la vie, elles prêteront un bouquin. Et puis à l'inverse, voilà, on a ceux qui restent attachés à la propriété individuelle et évidemment qui n'auront aucun problème à aller prêter leur bouquin ou
ou aller lire des bouquins en bibliothèque. Donc, il y a une grande diversité dans les pratiques. Et donc, le deuxième volet de la recherche, le deuxième résultat, c'est cette question du rapport à la propriété. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça, le cœur de ce dont je veux parler aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est que ce que mon travail a montré, c'est qu'en fait, on est dans une société dans laquelle, de manière dominante, hein, la propriété, elle est très structurée par un imaginaire qui remonte à la Révolution française et comment dire, une logique de propriété qui est inscrite dans le Code civil, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. La propriété, c'est un droit absolu, inviolable, sacré. Et donc, voilà, il y a une sorte de prééminence du modèle de propriété individuelle avec tous les droits qui lui sont attachés. Et donc voilà, qui structure un peu les imaginaires de la propriété et qui nous met un peu dans un rapport de toute puissance par rapport aux objets, par rapport à ce qu'on possède. Ça, c'est un peu comment dire, le modèle dominant dans notre société, et on pourra échanger là-dessus après. Moi, je suis curieuse de savoir si vous partagez cette idée-là. Et donc, en marge de ce rapport dominant à la propriété, ce rapport au monde, tous les, comment dire, les échanges que j'ai pu avoir et les observations que j'ai pu faire sur mes différents terrains de recherche, ça m'a permis de voir qu'en fait, il y avait une autre manière de penser la propriété, de vivre la propriété, de se positionner par rapport à ça. Et c'est celle d'un propriétaire en fait, qui ne s'inscrit pas uniquement dans une logique de droit sur les objets, de propriétaire tout-puissant, mais qui, au contraire, se met, et donc là, je vous présente ce que j'ai dressé comme une sorte d'idéal type de l'alterpossession. Et le premier volet de cette présentation de cet idéal type, elle est celle qui résume le mieux les choses. On est dans une logique de propriétaire dépositaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis propriétaire, mais je ne suis pas tout puissant, et je n'ai pas tous les droits sur l'objet, même si j'en ai le titre de propriété. J'ai cet objet, j'ai un objet que je possède, mais il est de ma responsabilité de le passer aux générations suivantes, pas forcément dans une logique patrimoniale de mes enfants doivent en hériter, mais quelqu'un d'autre prendra ma suite. Et cet objet-là, je l'ai en garde, je suis passeur d'objets, et donc je dois en prendre soin. J'ai quelques verbatims, voilà, juste pour illustrer chaque dimension de ma grille. Le propriétaire, en fait, il est un maillon d'une chaîne. Et donc là, c'est le cas d'un propriétaire de bateau qui se dit, voilà, moi, je fais tout pour que ce bateau, dans 50 ans, il soit toujours là. J'ai essayé d'identifier toutes les valeurs les plus centrales qui structurent en fait, ce rapport à la propriété. Et le principal, la valeur centrale, c'est celle de respect. En fait, c'est comment dire, une logique dans laquelle on est dans le respect de l'objet, mais aussi dans le respect des autres, plus largement le respect de la planète. Et donc, voilà, on parle là aussi toujours dans le bateau du sens qu'on donne à la propriété de l'autre, etc. Le fait de faire attention à son bateau, mais au bateau des autres, etc. Ce rapport à la propriété, il s'inscrit dans une vision du monde dans laquelle le problème numéro 1, c'est le gaspillage, c'est la destruction, voilà, on est dans une planète aux ressources limitées, et il y a un truc qui n'est pas acceptable, c'est la destruction, c'est le gaspillage. Et une des solutions à ce problème, ce n'est pas forcément le partage, enfin, ce n'est pas uniquement ça ne l'exclut pas, mais c'est le fait de posséder autrement. Et donc, c'est de dire que voilà, on possède des choses, mais on peut avoir différentes manières de les posséder. Et là, je cite l'exemple de quelqu'un qui est propriétaire de sa maison et qui se dit à un moment, comment dire, voilà, il essaie d'aller vers plus de sobriété. Il dit, mais j'ai une maison, elle est trop grande, elle n'est pas sobre, j'ai trop de mètres carrés. Et donc, quelle solution je peux trouver à ça? Je vais essayer d'accueillir des gens. Et donc, il a consacré la moitié de sa maison à un espace, une sorte d'espace de coworking où il a accueilli des créateurs et plein de gens, mais sous une forme vraiment de partage et de solidarité.
Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, je possède quelque chose, mais j'ai besoin de l'ouvrir pour que je ne sois pas justement dans le gaspillage de ressources, de mètres carrés inutiles où il n'y a personne dedans. Et voilà. Les deux dernières dimensions de cette qui permet de caractériser un peu cette vision du monde, ce dans quoi s'inscrivent ces gens qui sont dans cet autre rapport à la propriété, c'est, comment dire, l'idée en fait de faire sa part. Alors, pour rappel, je disais la métrologie, c'est qu'est-ce qui permet de dire que quelqu'un, voilà, qui est meilleur qu'un autre, est-ce qu'il y a des modèles dans la société et comment dire, et donc, il n'y a pas l'alterpossession, cette sous-culture que j'ai identifiée, elle n'est pas caractérisée justement par… Il n'y en a pas qui sont meilleurs que les autres, on ne regarde pas ce que font les autres, mais l'important, c'est que chacun fasse ce qu'il peut à sa mesure. Et le dernier point que je trouvais intéressant, c'est que cette vision du monde, elle est caractérisée par son optimisme, un peu en opposition à d'autres mouvements comme la simplicité volontaire ou d'autres qui sont parfois un peu plus pessimistes. Là, en fait, j'ai des verbatims qui étaient assez sympas de gens qui disent, bon, en gros, je vous passe ce qui précède, mais en gros, c'est la cata, voilà. On a plein de problèmes, mais en même temps, on vit une époque géniale parce qu'on a la capacité de faire bouger les choses et puis en même temps, il faut qu'on s'y mette. Alors, je passe rapidement là-dessus. Je voulais juste dire que finalement, l'émergence, ce nouveau rapport à la propriété qu'on peut essayer de comprendre en l'analysant au regard des différents attributs de la propriété, l'usus, fructus et abusus, c'est-à-dire le droit d'user, le droit de tirer les biens de ce qu'on possède et le droit le droit absolu qu'on a sur les biens possédés, y compris de les détruire si on veut. En fait, ça permet d'opposer le rapport dominant à la propriété, comme je le disais tout à l'heure, qui est inscrit dans une conception civiliste de la propriété, et puis cette contre-culture dans laquelle, en fait, on passe d'une logique exclusive et individuelle de la propriété à une logique plus inclusive et collective, alors qui s'illustre bien dans l'habitat participatif, par exemple, d'une logique de biens qu'on considère comme des actifs valorisables, parce qu'en plus, avec la consommation collaborative, on peut faire du profit avec tout ce qu'on possède, à une vision dans laquelle les biens, c'est plutôt des ressources à partager que des actifs à valoriser. Et puis, et surtout, je pense que moi, la rupture, elle est vraiment sur le dernier volet où finalement, on passe de la logique de droit absolu sur un bien. Je possède, je peux détruire si ça me fait plaisir, je peux laisser vide si ça me fait plaisir, à la logique de propriétaire dépositaire qui, dans une planète au monde, une planète finie, on va dire, on n'a pas le droit si on gaspille un truc, si on l'abîme, eh ben, c'est perdu pour les autres, c'est pas juste pour soi. Et donc, il y a un lien fort avec tout un tas de travaux passionnants en droit, notamment en anthropologie, sur d'autres logiques, d'autres manières d'envisager la propriété, notamment des travaux sur la notion de propriété inclusive. Voilà, alors ce que ça nous apporte, et je vais essayer de conclure en vous proposant quelques exemples, mais ces travaux, ils ont permis de mieux comprendre les attentes des consommateurs et de voir qu'est-ce qui peut leur donner de la valeur en fait à des offres quand on s'inscrit dans cette culture, dans ce rapport à la propriété un peu différent. Et alors, je ne présente pas le détail, mais je peux te dire, par exemple, juste sur le premier thème, on voit qu'on a affaire à des individus ici qui souhaiteraient remplir un rôle de propriétaire dépositaire. Et donc, on verra que toutes les offres qui leur permettent de faire durer un objet, de redonner vie à un objet, ou par exemple de connaître l'histoire d'un objet, dans la logique de biographie d'un objet, ses propriétaires précédents, etc., ça peut avoir de la valeur pour le consommateur. Et donc, comment dire, encore une fois, comprendre les attentes des consommateurs qui sont ce rapport différent à la consommation, ça peut permettre d'identifier les composantes de la valeur pour lui et donc de construire des stratégies, je passe au dernier volet, des stratégies marketing et de construire des offres avec des positionnements qui vont être adaptés à ces attentes. Donc, des choses qui permettent de s'inscrire dans du temps long ou de la propriété inclusive ou qui offrent des alternatives à la propriété individuelle et exclusive. Et donc, concrètement, là, j'ai 4 exemples d'entreprises qui sont inspirantes, je trouve, dans cette logique
donner aux consommateurs, hein, aux citoyens, la possibilité d'accéder à un certain nombre de biens de consommation tout en répondant à leurs aspirations de posséder les choses autrement. Et donc là, j'ai 4 exemples alors avec cette matrice qui montre d'un côté des logiques de propriété versus des logiques d'usage verticalement, et puis à gauche, des systèmes dans lesquels on a un utilisateur pour un objet et d'autres, un utilisateur multiple. Et donc là, on a la marque Fairphone, mais il y en a d'autres, sans doute que Mobion, là, dont il a été question ce matin, qui je crois, est dans une logique de s'inscrire dans la durée. C'est on vous offre un produit qui est conçu pour durer, donc il va permettre de créer un rapport à l'objet un peu particulier, de s'inscrire dans cette logique de respect, de préservation, etc. On a des modèles comme celui de Common, qui est donc une coopérative qui permet de louer de l'électronique durable. Et donc, ça permet d'être à la fois dans du durable, mais de la mutualisation et s'inscrire dans un projet collectif. Donc, on s'inscrit dans le temps long et on est aussi dans l'alternative à la propriété individuelle. Ensuite, on a Illa, alors malheureusement, n'existe plus. C'était une Vétitech très sympa qui non seulement permettait de partager les vêtements, enfin dans ce modèle de location de vêtements, mais c'était des vêtements chinés. Donc, on était aussi à la fois dans le partage, la mutualisation, une dimension un peu communautaire et, comment dire, et la seconde vie des objets. Et enfin, dans le domaine de l'habitat participatif, on voit des promoteurs qui proposent des programmes un peu classiques, mais dans lesquels, de plus en plus, en fait, ils mettent des pièces partagées pour créer du lien entre les habitants et offrir une autre manière de s'approprier l'espace. Voilà, donc ça, c'est des exemples inspirants de la manière dont on peut, au-delà de la question du partage, encore une fois, surfer sur cette attente, cette envie de posséder les choses autrement et de développer un respect par rapport aux objets. Et donc, je termine avec ce petit extrait d'un article très inspirant, moi, que je trouve, d'Escola, voilà, qui revient sur toutes ces questions-là et qui montre que, voilà, grâce à l'anthropologie et l'étude de ces changements culturels, on peut apporter la preuve que d'autres manières d'habiter le monde sont possibles. Voilà, j'ai terminé. J'ai peut-être été un peu longue, mais j'espère que voilà, ça me reste un petit peu de temps pour des questions, des réactions voilà. Et juste pour, en fait, ce que je veux montrer dans tout ça, hein, encore une fois, c'est que c'est pas posséder, c'est pas mieux que partager, mais c'est un peu aussi de déconstruire l'idée que comment dire, que la solution c'est uniquement le partage. La propriété peut aussi avoir des vertus dans certaines conditions. Ok, super. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce bel exposé qui reprend les deux articles que tu nous as fait passer, hein, que peut-être tu pourras mettre dans le chat Oui. pour avoir plus d'informations, hein. C'est super intéressant. En fait, c'est vraiment en lien hyper étroit avec ce qu'on fait, hein, puisque nous, le partage, c'est pas tant effectivement qu'on veuille déposséder les personnes. On essaie de trouver des solutions, hein, pour réduire l'impact environnemental. Alors, ce qui est très, très optimiste, enfin, très rassurant, très enthousiasmant dans ton exposé, c'est qu'on sent ça commence à émerger, je dirais, c'est pas seulement des gestes, c'est aussi des manières de penser, des manières de voir le monde, hein, qui laissent espérer qu'on n'est pas loin de systèmes où ça pourrait marcher, je dirais, cette réduction de la consommation d'objets, cette réduction de la consommation de ressources, cette réduction dans le rythme de renouvellement des objets. Je trouve ça super intéressant. Alors, je ne sais pas si il y avait une question dans le chat qui était de monsieur de Colombe-Pérus. Il y avait une question à laquelle j'ai répondu rapidement dans la présentation, mais oui, effectivement, là, pour l'instant, c'est une étude que j'ai faite uniquement en France et qui mériterait d'être élargie à d'autres pays, d'autres cultures. Mais c'était un travail… Oui, c'était effectivement la question de savoir si l'étude avait été au-delà de la France et au-delà de ça, de comprendre un peu l'impact de la culture, justement, du pays.
et de ses habitants par rapport à cette question, à quel point d'un pays à l'autre, on peut avoir des réactions différentes et des pensées, des idées différentes. Alors en fait, comment dire, il y a deux dimensions, enfin il y a plusieurs encapsulations culturelles. En quelque sorte, moi les terrains que j'ai étudiés, ils sont déjà, comment dire, aussi marqués par chacun une culture un peu particulière. Hein. Le monde de la voile, du nautisme, il est différent de ce qui se passe dans le domaine de l'immobilier, par exemple. Et comment dire, donc j'ai moi essayé de tenir compte de ça dans mon analyse, mais si on prend le cas de l'immobilier, par exemple, clairement, il y a des pays dans lesquels on n'a pas du tout le même rapport à la propriété, où le partage il est beaucoup plus facile, beaucoup plus spontané dans d'autres pays que la France. Et même en France, hein, entre le nord et le sud de la France, le rapport à la propriété immobilière, il est différent. Comment dire, il y a des choses qui seraient, voilà, c'est intéressant d'aller regarder d'un peu plus près. Mais après, je pense que plus globalement, comme le disait Dominique à l'instant, et alors c'est un peu moi tout l'espoir que je mets aussi là-dedans, c'est il y a quand même une prise de conscience, et un changement par rapport à la question des limites planétaires et de la posture qu'on peut avoir par rapport à la manière dont l'homme se place dans le monde. Voilà, est-ce que l'homme est propriétaire du monde ou est-ce qu'il l'emprunte à ses enfants? Comment dire et là-dessus, je pense que c'est assez. Alors, ça mériterait hein, d'aller faire des enquêtes dans différents pays, mais je pense qu'il y a c'est comment dire, un phénomène assez global quand même de changement. Oui, une prise de conscience et un changement sur à la fois la nécessité de trouver d'autres manières d'habiter le monde et aussi oui, une remise en question. En fait, il y a des changements culturels qu'on voit dans plein d'autres domaines de la consommation. Par exemple, le rapport qu'on a aujourd'hui au monde animal ou voilà, avec la domination de l'homme sur l'animal qui est quand même remise en question. Il y a tous ceux qui, par exemple, réfléchissent et dans plein de pays du monde, alors je vais citer des exemples, mais au Brésil ou ailleurs, de pays dans lesquels on a commencé à donner des droits à la nature, par exemple. Et donc là, ça c'est vraiment le signe de changement culturel profond et qu'on voit dans un peu toutes les régions du monde. Et à l'inverse, il y a des cultures dans lesquelles, alors, comment dire, où ce rapport au monde-là, il a toujours été présent en fait. J'aurais une question, moi, si on a le temps, Dominique, c'est Annen. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est très intéressant hein, tout ce que vous avez présenté. Et ma question, c'est en fait, vous vous êtes intéressé à des populations qui pratiquent le partage a priori. Et ma question, c'est par rapport, enfin, c'est l'émergence du phénomène, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez essayé de quantifier c'est comme par exemple dans le monde nautique, cette pratique-là, par rapport au monde nautique dans sa globalité, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est anecdotique ou c'est vraiment courant? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, et là, vous parlez des pratiques. Est-ce que, par exemple, le partage de bateaux, est-ce qu'ils sont beaucoup partagés? Est-ce que la pratique se développe ou est-ce que ce rapport à la propriété prévaut dans ce monde-là en fait? En fait, ce que je me pose comme question, est-ce que c'est toutes ces pratiques que vous avez vues, est-ce qu'elles sont en fait courantes ou pas? C'est-à-dire, c'est vraiment un phénomène émergent, mais pas très répandu, et il commence à y avoir des gens qui pratiquent, mais ça reste anecdotique, ou il y a un réel élan de la pratique? Alors, comment dire alors moi, je n'ai pas cherché hein, particulièrement à quantifier les choses dans ce travail-là. En revanche, j'ai quand même pu observer l'ampleur du phénomène pendant toutes les années sur lesquelles je les ai observés. Dans la plaisance,
ça a explosé. Alors, le partage, avec les guillemets qu'on doit mettre sur le terme partage, puisqu'il s'agit plutôt de location entre particuliers, mais moi, j'étais assez dubitative, en fait, au moment où j'ai démarré sur ces terrains-là. Tous les modèles type Pick and Boat, les plateformes de location entre particuliers, je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Je pensais qu'il y avait trop de freins culturels, trop de freins pratiques, etc. Et en fait, je pense qu'il y a eu, comment dire, des déclics, et puis il y a sans doute aussi des phénomènes dans lesquels, puisque les autres le font, on se dit que on peut le faire aussi. Et là, sur la location de bateaux entre particuliers, ça s'est vraiment développé très, très, très fortement. Il y avait, alors, particulier, parce qu'il y a aussi un gisement de bateaux sous-utilisés qui est énorme. Donc là, ça s'est beaucoup développé. Par contre, dans l'habitat participatif, c'est un mouvement qui s'était développé dans les années en France, dans les années 80, puis qui s'était essoufflé, qui a connu un renouveau. Et là, comment dire, j'en parlais l'autre jour avec un promoteur qui a essayé de monter des projets avec de l'habitat participatif dans de la promotion. Donc, ce n'est pas uniquement des petits groupes d'habitants qui font ça de manière un peu autogérée, et qui me disent on n'arrive pas à trouver un modèle économique, c'est compliqué, etc. Donc, l'habitat participatif, voilà, ça se développe, mais doucement. Et après, tout ce qui est vêtements partagés, on voit que le rapport aux vêtements, il a quand même aussi beaucoup changé, entre autres parce que alors, c'est la seconde main qui a fait vraiment évoluer le marché ces dernières années. Comment dire, la location de vêtements, c'est pareil, il y a des freins beaucoup autour de questions très pratiques. Toutes les VTTech que moi j'avais étudiées, elles ont toutes fait faillite les unes après les autres. Mais là, on voit que les modèles économiques, certains arrivent à se stabiliser sur des modèles online. Et donc, le système de la bibliothèque de vêtements, on ne peut pas dire que… Voilà, je pense qu'il y a encore, même aujourd'hui, peu de gens qui en ont ne serait-ce qu'entendu parler, quoi. Merci beaucoup. Isabelle, je ne sais pas si tu te souviens, on a une hypothèse, nous, qui rentre un peu dans ta vision d'ambivalence. C'est-à-dire, il y a les gens qui… On voudrait partager beaucoup, mais tout en possédant beaucoup, quoi. Enfin, je résume un peu basiquement, hein, mais nous, on avait une hypothèse. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. C'était l'hypothèse de dire sur les produits, où on partage tout et puis il n'y a plus aucune propriété, où on est tous propriétaires, mais les limites de la planète. Et donc, l'hypothèse qu'on faisait, nous, c'était de se dire pourquoi on n'aurait pas des produits où, en fait, il n'y aurait qu'un module qui serait propriétaire, une partie de l'objet. Chacun aurait un module propriétaire et le reste serait partagé. Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution, selon toi, pour à la fois, je dirais, dénouer un peu la propriété qui vit la planète, hein, et en même temps avoir quand même, je dirais, ce sentiment de propriété qui fait que quand même on préserve les objets, on les bichonne, on les fait durer, et on a un rapport affectif aussi avec l'objet. Et tu as quoi comme exemple quand tu dis… L'exemple, on n'a rien d'existant, hein, mais c'est de se dire, nous par exemple sur un aspirateur balai, par exemple, on pourrait avoir le réservoir ou la batterie comme module non partagé. Ce serait des choses qui seraient propres à la personne. Et par exemple, on pourrait imaginer sur la batterie avoir un capteur de consommation qui permette de régler à l'usage spécifique de la personne, par exemple. Ou un réservoir qui… je dirais, permettrait de préserver les aspects un peu hygiène lors du partage de l'aspirateur. Oui, c'est intéressant. Enfin, moi, ça me semble intéressant dans le sens où moi, je pense là, dans cet exemple-là, on ne resterait pas forcément propriétaire pour être propriétaire de l'objet, mais ça répond en tout cas aux attentes en termes de durabilité de l'objet. Oui. Parce que parfois, on va effectivement être réticent à partager parce qu'on sait qu'il y a des pièces qui ont une durée de vie ou qui sont plus fragiles ou plus intimes ou autres et qui font que c'est un obstacle au partage. Donc,
à mon sens, tout ce qui peut permettre dans la conception de l'offre, de les imaginer pour qu'elles soient faciles à partager et effectivement de permettre de garder ce rapport à l'objet où on va avoir en quelque sorte la maîtrise du soin qu'on lui apporte, etc. Ça, c'est intéressant, quoi. Ça me paraît une piste intéressante. Ouais. Il faut certainement bien choisir les modules, mais quand on t'écoute sur cette balance, cette ambivalence, moi, ça me paralyse, si tu veux. Je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vraiment ce qui se passe, je pense, dans notre société. Mais c'est paralysant parce qu'on se dit, voilà, ça peut… pourquoi basculer d'un côté plus que de l'autre, quoi. Donc, en fait, c'est assez difficile de se dire tout ça. Enfin, de trouver une solution à tout cela, quoi. En fait, oui, et je pense qu'il faut trouver des solutions qui permettent de faciliter le partage tout en réfléchissant à la manière dont comment dire, en fait, par exemple, il y a un modèle, il y a Lynk & Co, là, un constructeur automobile qui propose des voitures qui sont avec le partage inclus, on va dire, qui sont conçues pour être partagées au sein de la communauté d'un écosystème, on va dire. Mais ces voitures-là, moi, ça m'avait un peu, comment dire, je trouvais que c'était un exemple intéressant de cas dans lequel on propose aux gens de partager parce que ça rend des services, c'est plus pratique, c'est plus économique, etc. Donc, soit on est propriétaire de la voiture et puis on donne accès à sa voiture et plus les autres l'empruntent, plus ça réduit le coût. Soit on est uniquement emprunteur de la voiture et on n'a pas tous les soucis de parking, de tout le reste. Et dans tous les cas, la société, l'entreprise, elle s'occupe de l'entretien. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à la voiture, de mutualiser, de partager. Donc, il y a un côté intelligent dans tous les cas parce que ça évite que chacun ait sa voiture et qu'ils servent 10% du temps. Mais eux, ils sont dans une logique pas du tout sobre. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'allier à la fois cette notion de partage, mais aussi de consommation responsable. Eux, ils sont partis sur un modèle de voiture, toute option. Ils facilitent aussi le choix. Hein, c'est un peu leur positionnement. La voiture, ça devient ultra simple. On l'a en quelques semaines. Il y a 2 modèles, donc on ne se pose pas plus de questions que la couleur de la voiture, parce que toutes les options sont incluses. Et donc, en gros, c'est faites-vous plaisir, la puissance illimitée, et puis après, vous partagez. Donc là, on n'est pas dans de la logique, à mon sens, de conso responsable. C'est bien pensé pour faciliter le partage, mais on n'est pas dans cette logique-là. Donc, après, je pense que il en faut pour tout le monde aussi, mais et puis, il y a des choses aussi qui se font en chemin. Hein. Souvent, on commence une pratique et puis ça nous amène à réfléchir à d'autres choses, à d'autres domaines de sa conso. Mais je pense que c'est intéressant d'envisager les choses, de faciliter le partage tout en, comment dire, aidant le consommateur à réfléchir à ce dont il a vraiment besoin et en lui proposant comment dire, des choses qui sont aussi en accord avec ses valeurs, avec son souci voilà, de plus de durabilité, etc. Mais ouais. Ok. Super, super, super. Y a-t-il d'autres questions? Et comment dire, moi, alors, ce que j'ai noté, moi, en fait, c'est, là, je n'ai pas fait ma petite compile. Dès que je vois passer des pubs qui sont un peu, voilà, soit qui me choquent parce que je trouve qu'elles ne vont pas dans le bon sens ou au contraire, ça m'est arrivé parfois de voir des pubs en me disant, tiens, mais c'est pas possible, ils auraient lu ma thèse. Enfin, voilà, c'est vraiment, je retrouvais un peu les arguments voilà, sur cette recherche de temps long, de durabilité, etc. Donc, j'ai vu quand même pas mal d'offres et d'argumentaires qui, je pense, qui montrent qu'en fait, voilà, on est un certain nombre à avoir compris qu'il y a des attentes en termes des consommateurs, en termes de durabilité notamment. Et comment dire, et j'ai bien aimé, alors elle est assez aussi ambivalente, la communication de back market, par exemple, qui essaie de faire changer un peu toutes les représentations autour du justement l'occasion en disant c'est pas je sais plus comment il dit, c'est pas de la seconde main, c'est du reconditionné. Enfin, il essaie de créer une nouvelle catégorie dans l'esprit des consommateurs.
et en disant que, comment dire, c'est mieux que le neuf, on va dire, et qui, en fait, si vous allez sur leur site et que vous voulez acheter un produit, c'est pas j'achète, c'est adopter. Ils parlent d'adopter des objets. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là de se dire, voilà, ces objets-là, ils existent, ils ont une vie, on en prend soin, ils vont passer de main en main et on possède pas, on adopte un objet, on donne vie aux objets. Ça, j'en ai pas parlé, mais aussi dans cette vision du monde, il y a une vision quasi un peu animiste, en fait, hein, où les objets, ils ont une âme, et alors en particulier pour les bateaux, mais et donc, voilà. Et donc, ça s'est repris dans la manière, dans le discours des marques comme Back Market. Bon, qui, par ailleurs, eux, ils faisaient partie de ceux qui… alors, j'ai fait une capture d'écran d'une des pubs qu'ils avaient faites où ils disaient, mais consommer à volonté, enfin, c'est en gros, achetez plus que ce dont vous avez besoin parce que c'est moins cher. Mais vraiment, ils le disaient texto comme ça, quoi. Qui, là, pour le coup, fait qu'on retombe sur ce fameux effet rebond, là, malheureux effets rebond on fait de la seconde main, mais en fait, on achète des trucs dont on n'a pas besoin, on alimente la machine, et puis finalement, tout ça, malheureusement… on est dans les contradictions. Ouais. On est dans les contradictions dont tu parlais. C'est-à-dire qu'elle est valable au niveau individuel, elle est aussi valable au niveau des entreprises. Ouais. C'est-à-dire quand tu n'as pas inscrit durablement dans ta raison d'être des soucis environnementaux et sociaux, tu es toujours le cul entre deux chaises, quoi. Et tu donnes un message positif parce que tu sens que c'est vendeur, mais en même temps, ton business model, il est bâti sur le toujours plus. Donc, Et ce n'est pas suffisant, Stéphane. Tu peux l'avoir dans ton objectif. Déjà, oui, bien sûr. Oui. Non, mais déjà, quand c'est dans ta raison d'être, c'est une des conditions normalement. Mais évidemment, c'est comme au niveau individuel. Hein, tu peux tromper tout le monde, tu peux mentir en permanence, c'est sûr. Mais surtout, il y en a qui le font et qui n'ont pas de raison d'être. Donc, en fait, c'est ça aussi le problème. Qui n'ont pas les moyens, n'ont pas l'information ni les moyens de communiquer. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. C'est pas une condition. C'est une formalisation, mais… si, à partir d'un certain taille d'entreprise, je pense que bref, c'est un autre débat. Mais… Moi, sinon, il y avait un autre aspect qui m'a semblé super intéressant, Isabelle. C'était par rapport à ce que tu as souligné sur le rapport à l'objet et la possibilité qu'a la personne de le réparer, de le corriger, de le soigner. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Je dirais pas de ne pas l'externaliser sur un service après-vente, etc. Parce qu'en fait, ça nous éloigne de l'objet, en fait. Et donc, c'est peut-être de ramener, je dirais, des opérations de soins, d'entretien comme relation entre l'objet et puis le propriétaire, entre guillemets, pour qu'il se crée un lien durable. Hein. Tu parlais d'adoption, mais aussi c'est peut-être un processus de vivre ensemble avec l'objet et de l'accompagner dans son vieillissement et de pallier à quelques-uns de ces dysfonctionnements mineurs, hein, bien sûr. Mais je crois qu'il y a peut-être à travailler aussi sur cette dimension-là qui permet une meilleure appropriation et certainement un moindre rythme de renouvellement d'objets. Il y a une marque de chaussures de luxe, j'ai plus la marque en tête, mais qui proposait alors un service, pour le coup, on ne le fait pas soi-même, mais où on peut envoyer ses chaussures en rénovation et du coup, ça permet d'avoir… Non, c'est de luxe ou c'est bocage? Non, c'est pas bocage, parce que bocage, c'est la location. Mais là, on achète, c'était une autre marque. C'est une marque où on achète ses chaussures, mais par contre, on peut après utiliser un service vraiment proposé par la marque de rénovation, d'entretien de la chaussure. Et comment dire… et là, ça me fait penser, en entendant Dominique parler, de me dire, voilà, on emmène ces chaussures. Bon, alors, on peut les emmener chez le cordonnier déjà, mais on les enverrait là, un peu comme on irait soi-même chez le coiffeur, quoi. C'est vraiment, voilà, les soins pour nos objets. C'est des chaussures pour hommes, hein? Je ne suis pas sûre, je me rappelle, il faut que je retrouve. Je ne sais plus. Si je retrouve, je t'enverrai, je ne me rappelle plus.
Et c'est vrai que moi, je voulais juste aussi rebondir sur la consommation collaborative et puis ces définitions qu'il y a autour de la consommation collaborative, puisque moi, c'est vrai que je le définissais comme un lien direct entre le client et le producteur, tu vois, du service ou du produit. Et c'est vrai que tu n'as pas parlé de ce lien. Ça m'a interpellée quand tu as caractérisé la consommation collaborative. Et comme il y a eu au départ la consommation collaborative, tu vois, on voyait le social et l'environnement. Et comme après, il y a eu plein de déboires, en fait, on a une proscription du terme utilisation consommation collaborative. On n'en a plus du tout parlé. Enfin, je ne sais pas si tu l'as constaté dans tes recherches, mais nous, à l'époque, on l'a bien vu. Que consommation collaborative, alors là, c'était fini. On n'en a plus parlé parce qu'il y avait Airbnb, enfin, voilà, c'était. Donc, je trouve que dans la terminologie, c'est super intéressant de voir que il y a toujours ces croyances collectives qui vont pousser des concepts. Et puis après, il y a une espèce de ah zut, alors, mais ce concept-là, c'est ni social, ni écologique, en fait. Tu vois et je pense que, ouais, et c'est marrant voilà. Oui, ce qui est intéressant dans la consommation collaborative, c'est que pour le coup, l'effet rebond, il a été effectivement bien visible. Et parce que parfois, on a des bonnes idées, on pense que c'est des super idées, et puis on perçoit après que ce n'est pas si génial. Mais là, ça a été quand même bien mis en lumière. Et effectivement, il y a eu une époque où les promoteurs même de la consommation collaborative, il y a eu un fameux article là, de WeShare, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Antonin Létard, qui avait dit la consommation collaborative, c'est fini, ou l'économie collaborative, c'est fini. Et puis, bon, tout ça, en fait, c'était un peu de manière provocative pour dire que le concept avait été un peu dévoyé, qu'il fallait réinventer autre chose, qu'en tout cas, ça n'allait pas dans le sens que certains avaient voulu au départ, quoi. Et c'était super intéressant. Moi, j'avais suivi pendant pas mal d'années le thème. Chaque année, il y avait le WeShare Fest, là, le festival de l'économie collaborative, où il y avait beaucoup d'entrepreneurs de l'économie collaborative, puis des gens qui réfléchissent, etc. Et je trouvais que regarder l'évolution, le thème de chaque année, ça donnait un peu où on en était. Il y en a un, je me rappelle que c'était Lost in Transition, hein, voilà, et c'était on ne savait plus. Et puis après, finalement, je crois que l'année dernière, c'est une réflexion autour du temps, justement. Ils ont un peu quitté la notion de partage, mais ils sont arrivés sur le rapport au temps. Et donc, effectivement, oui, il y a un moment où, de toute façon, ce terme-là, à la fois, il évoquait toutes les dérives de certaines plateformes, et en plus, il y avait tout et n'importe quoi. Et puis, quand même, moi, à mon sens, plein de problèmes assez, comment dire, le fait que partage, ça ne veut rien dire, en fait. Enfin, partager, entre partager et louer, des gens ont tellement joué sur les mots, hein, comme Airbnb qui dit on accueille des gens chez soi. Ben non, je suis désolée, on loue son appart, quoi. Faut dire ce qui est, que finalement, et il y a mis un extrait d'un article que je trouvais rigolo, qui prenait un verbatim de quelqu'un qui disait ah oui, j'ai prêté, comment il disait, on m'a prêté, on me l'a prêté, mais oui, mais c'était un prêt payant, mais à un prix intéressant. Alors là, voilà, ça montre aussi toutes les ambiguïtés qu'il y a derrière ce terme-là. Je pense qu'on participait du fait qu'à un moment, je pense que pas mal de gens ont pris leur distance par rapport au terme, au concept de consommation collaborative, mais avec pour autant quand même des pratiques qui finalement, je pense, se sont restructurées sur des modèles qui fonctionnent. Et puis on a abandonné un peu tout le reste là, de la... Et là, c'est vrai que je mettais par rapport au bateau, c'est quand même incroyable aujourd'hui, quand on veut acheter un bateau, on te propose la solution financière plus le fait de t'occuper de la location de ton bateau. Enfin, c'est alors que, enfin, je sais pas, hein, parce que j'ai des amis là qui achètent un bateau, et donc du coup, c'était incroyable ça, et les solutions financières font partie de cette rentabilité aussi, sont inhérentes à la rentabilité du modèle d'affaires. Et quelquefois, c'est même beaucoup plus. C'est ça qui va tirer en fait ces approches de partage. Donc, je pense que, comme Maubion ce matin insistait sur l'aspect économique, je pense que si on prouve que effectivement économiquement, voilà, c'est très rentable, tu peux amener des approches de partage de manière très rapide sur le marché. Bon, après.
Bon, Voilà. merci Béatrice, ça me tue un peu de terminer sur l'économique va nous régler le problème, mais merci beaucoup Isabelle pour ta belle présentation, très intéressante, et il faut vraiment qu'on s'occupe de cette propriété-là, l'amenuiser, l'embellir, l'agrandir, je ne sais pas trop, dans ce cadre du partage, parce que c'est vraiment une question fondamentale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous mettre dans la discussion hein, les 2 articles qui sont, voilà, dans lesquels je reprends vraiment un peu ce que j'ai dit aujourd'hui. Super.